Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette édition, voici les titres. Lancement des activités de vaccination au profit des élus locaux, une opération menée conjointement par le ministère de la Santé et la mairie de la ville de Djibouti. Et concernant le Covid-19, accord pour faciliter l'accès mondial à la pilule anti-Covid de Pfizer. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Aden Cheikh Hassan Nourié, une des figures emblématiques du paysage politique, diplomatique et administratif de la vie publique djiboutienne de ces 50 dernières années. Avec le décès d'Aden Cheikh Hassan Nourié, Djibouti perd un de ses plus grands commis d'État qui a dédié une part belle de sa vie à la protection et à la promotion des intérêts de notre patrie, a indiqué le chef de l'État dans l'hommage rendu aux défunts anciens hauts responsables djiboutiens. Il restera longtemps gravé dans la mémoire de nos compatriotes pour le rôle prépondérant qu'il a joué à chaque étape décisive de l'histoire de notre vivre ensemble, a-t-il poursuivi, se souvenant entre autres du précieux concours qu'il a apporté à la lutte pour notre indépendance nationale. Homme de principe, de culture et de travail, sa rigueur est à l'origine de la carrière remplie qu'il eut tour à tour au sein de la diplomatie et de la haute administration nationale, a par ailleurs noté le chef de l'État, louant les compétences et les professionnalismes de celui qui fut dernièrement son conseiller aux affaires diplomatiques. Puisse Dieu l'accueillir en son paradis éternel, a également imploré le chef de l'État, exprimant ses condoléances attristées à la famille, aux proches et amis du défunt notable djiboutien décédé hier soir. Feu Aden Cheikh Hassan Nourié, personnalité très connue et appréciée à Djibouti, laisse derrière lui une importante famille dont plusieurs enfants qui occupent eux-mêmes de hauts postes au sein de l'administration djiboutienne. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a lancé avec la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane, donc, une réunion de travail. Et cette réunion a porté sur les élus locaux, sur l'importance de vaccination comme moyen de lutte efficace contre la pandémie de la Covid-19. Réunion à laquelle, durant laquelle le ministre a rappelé les bienfaits de la vaccination et la nécessité d'une immunisation collective pour éradiquer cette maladie dans notre pays. La maire de Djibouti a quant à elle salué la décision exemplaire des élus locaux de montrer l'exemple, de sensibiliser la population djiboutienne pour une adhésion massive et nationale à cette stratégie vaccinale déployée par le ministère de la Santé contre la Covid-19. L'équipe mobile de vaccination anti-Covid-19 parcourt les institutions publiques et privées du pays afin de rapprocher le vaccin au plus près des travailleurs dans un souci de favoriser un environnement sain et sécurisé pour la relance économique en cours. Et dans son intervention, la maire de la ville de Djibouti a souhaité la bienvenue au ministre de la Santé et a relaté les nombreux projets engagés avec la municipalité. Et dans une allocution, la maire a félicité le ministre de la Santé pour ses efforts inlassables pour le bien-être de notre population et surtout en cette période de Covid-19. En ce qui concerne cette pandémie, la maire de la ville a rappelé que la municipalité avait pris une part importante dans la lutte contre la Covid-19 et ce depuis l'alerte nationale. La maire de la ville de Djibouti, tout en rassurant le ministre de la Santé, a déclaré qu'elle engagera l'implication des forces vives de la municipalité dans la campagne de vaccination contre le Covid-19, à savoir les conseils de quartier et les élus locaux. Les conseils de quartier, qui sont au nombre de 82 dans la capitale, sont des personnes citoyennes qui œuvrent bénévolement au service de leur patrie. Et de son côté, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a remercié la maire de la ville de Djibouti pour l'accueil qui lui a été réservé par le personnel de la municipalité et les conseils de quartier, ainsi que des élus locaux. Dans un mot prononcé lors de cette réunion de travail, le ministre a indiqué la dangerosité de cette pandémie et a relaté les efforts déployés par son département pour la protection de notre population contre cette pandémie mondiale. Tout en continuant son intervention, le ministre a dit que les efforts de son département ont permis de sauver notre pays et qu'il ne faudrait pas baisser les bras. Le ministre a recommandé notamment le port du masque dans les lieux publics, l'application des gestes barrières, la vaccination des personnes, en particulier des personnes vivant avec une comorbidité. Une équipe du ministère de la Santé passera dans les quartiers
dans les vaccinobus pour faciliter la vaccination de proximité. Le ministre a sollicité également la participation de la mairie dans cette lutte contre la Covid-19 et de toutes ses forces vives et a demandé donc qui a été reçu favorablement. Et le ministre a également souhaité la participation des conseils de quartier dans la gestion des centres de soins communautaires et implantés à Djibouti-Ville et que cette suggestion verrait le jour d'ici peu. Dans l'actualité également, le ministre des Transports, Hassan Mohamed, a présidé ce matin au Djibouti Palace Kempinski une réunion avec délégation éthiopienne conduite par la ministre des Infrastructures de l'Éthiopie, Mme Degmawait Mojes, ministre des Infrastructures de l'Éthiopie, en présence de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et de l'ambassadeur de l'Éthiopie et du président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi. Une réunion destinée à renforcer la coopération entre les deux pays, Djibouti et l'Éthiopie, liés par des liens séculaires. Les hauts responsables des infrastructures portuaires ferroviaires djiboutiennes ont participé à la rencontre dont les travaux vont durer 2 jours. Et les échanges vont servir donc pour renforcer l'intégration économique déjà bien avancée entre les deux voisins. Le ministre des Transports a souhaité donc la bienvenue à la délégation éthiopienne conduite par le ministre éthiopien des Infrastructures qui a remercié la partie djiboutienne et donc plusieurs domaines de coopération ont été traités durant ces travaux. Nous reviendrons en détail donc sur cette information dans nos prochaines éditions. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a reçu la visite d'une importante délégation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans la zone franche du PK13, conduite par Christophe Madrol, conseiller régional et président de la commission biodiversité, mer et littoral, parcs naturels régionaux de la région sud. Cette délégation de haut niveau était accompagnée par l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, et des hauts cadres du ministère des Affaires étrangères de Djibouti. Outre le message de bienvenue et l'accueil chaleureux, l'entrevue entre le président des autorités des ports et la délégation s'est déroulée dans une ambiance amicale. Une introduction et une présentation générale de Djibouti International Free Trade Zone ont été faites sur les différents avantages qu'offre la zone franche, mais également les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération de nos deux pays dans le domaine des infrastructures portuaires et de zones franches. L'autorité intergouvernementale pour le développement en collaboration avec Save the Children International et le réseau des jeunes de la Corne de l'Afrique a tenu tôt ce matin un forum consultatif régional sur la politique de la jeunesse au Djibouti Palace Kempinski. L'objectif du forum consultatif est de valider une politique de la jeunesse de l'IGAD pour assurer la fourniture d'une politique, une orientation stratégique sur les préoccupations des jeunes et offrir des conseils sur la manière de répondre de manière holistique aux préoccupations dans la région. Les participants au forum sont des représentants des réseaux des jeunes des pays membres de l'IGAD, du groupe de travail interinstitutions sur la jeunesse, des partenaires de développement et stratégiques pour assurer le soutien dans le développement, la mise en œuvre et le suivi de la politique de la jeunesse. Ce forum consultatif régional fait partie de la feuille de route pour l'élaboration des politiques afin d'assurer une participation et un engagement significatif des parties prenantes afin d'informer davantage et de recueillir des points de vue et d'examiner et d'enrichir le projet révisé de politique de la jeunesse de l'IGAD. Qui hôte en fait cette réunion. Ma reconnaissance aussi à l'endroit de la direction générale et aux experts du Bureau pour l'Afrique orientale et australe de l'agence de Save the Children qui ont travaillé en étroite collaboration avec l'IGAD dans la formulation et le développement de cette première version du document politique régional à destination de la jeunesse des pays membres de l'autorité intergouvernementale de l'IGAD. Dans l'actualité également, dans le cadre de sa mission de promotion et de protection des droits humains, l'UNFD, en collaboration avec l'ONG Equality Now, a mis en œuvre des actions de promotion de l'application du protocole de Maputo. C'est dans ce cadre que l'Union nationale des femmes djiboutiennes a abrité
donc hier un atelier de grande envergure pour la vulgarisation de l'utilisation du protocole de Maputo à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est un protocole international de l'Union africaine amenant les États signataires à garantir les droits des femmes, y compris le droit de participer au processus politique, égalité sociale et politique également avec les hommes, une autonomie améliorée dans leurs décisions en matière de santé et mettre fin aux mutilations génitales féminines. Des échanges ont eu lieu donc entre les points focaux des différents départements ministériels pour discuter de la manière d'améliorer le droit des femmes. Il convient de noter également que c'est en 2005, grâce à l'engagement de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahamoud Haïd, que la société civile djiboutienne s'était mobilisée en faveur de la ratification du protocole de Maputo. La Fédération djiboutienne de football a lancé officiellement la Ligue régionale de la saison 2021-2022 à Ali Sabié. Le match d'ouverture opposait deux équipes, Château d'Eau et Quartier Ali, issues de la sélection de la région. Force est de constater que les deux formations se sont affrontées dans une ambiance de fête et d'esprit sportif. Combativité sur le terrain, des contres monstrueux des deux équipes et surtout le désir ardent de gagner fait que cet événement sportif de la Ligue régionale reste un tremplin pour la promotion et la redynamisation des sports régionaux. En outre, en perspective de cette compétition régionale, les dirigeants de la Ligue régionale de football d'Ali Sabié sont à pied d'œuvre depuis une semaine pour préparer la cérémonie d'ouverture. Une dizaine d'équipes sont engagées dans ce championnat et, comme à l'accoutumée, la fédération apportera son soutien à ces équipes pour leur permettre d'évoluer dans les meilleures conditions possibles. Ces derniers vont bénéficier dans cette optique d'un lot d'équipements composé entre autres de maillots, de chaussures, de chaussettes et de protèges tibia. La préfecture de la région d'Obok, en collaboration avec le conseil régional, a procédé à la campagne de plantation d'arbres dans la ville d'Obok, sachant qu'en 2019, lors de la première phase, plus de 150 arbres avaient été plantés, soutenus par le projet d'appui de la décentralisation et aux initiatives locales ADIL, financé par l'Union européenne. Le conseil régional d'Obok a de son côté décidé de promouvoir cette initiative dans le cadre du projet d'embellissement de la ville d'Obok en 2021. Au total, ce sont plus de 400 arbres qui ont été plantés sur les bas-côtés des principales artères de la ville d'Obok et sur la voie menant à la jetée d'Obok. En effet, selon le préfet de la région d'Obok et le président du conseil régional, cette action entre dans la politique de développement durable et de la préservation de l'environnement. De plus, les espaces verts ont une influence considérable sur la vie des hommes. Ils ont des vertus apaisantes, améliorent la qualité du cadre de vie en intérêt donc écologique et paysager, apportent également l'ombre et la fraîcheur de l'été et renouvellent également l'oxygène de l'air. Et là, nous passons à l'actualité internationale concernant la Covid. Accord pour faciliter l'accès mondial à la pilule anti-Covid de Pfizer. Le géant pharmaceutique américain Pfizer a annoncé donc mardi qu'il accepterait de diffuser des versions génériques de sa pilule anti-Covid-19 au-delà des pays riches. Une fois ce traitement autorisé, le laboratoire a également demandé l'autorisation de sa mise sur le marché aux États-Unis. Cet accord de licence volontaire a été annoncé conjointement par Pfizer et la communauté de brevets sur les médicaments créés par United début novembre. Pfizer, qui commercialise avec l'allemand BioNTech l'un des vaccins les plus efficaces contre le Covid-19, a publié des résultats intermédiaires d'essais cliniques de son antiviral oral. Il montre une efficacité de 89% pour prévenir le risque d'hospitalisation ou de décès chez les adultes présentant un risque élevé de développer une forme grave du Covid-19. Pfizer a demandé hier l'autorisation de mise sur le marché en urgence aux États-Unis. Pfizer ne recevra pas de redevances sur les ventes dans les pays à faible revenu et renoncera en outre aux redevances sur les ventes dans tout le pays couvert par l'accord tant que le Covid-19 restera classé comme une urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous pour la suite du programme.